Bien, bonsoir. C'est aujourd'hui notre neuvième émission de Explore ton centre. Ça commence à faire une belle histoire et ça fait plaisir de voir que cette émission a, a pu continuer, se perpétuer comme ça au fil des mois. Je vous rappelle que cette émission avait été créée au départ pour parler de l'histoire du centre, etc. Et que son propos est d'inviter des personnes qui font partie du centre ou qui sont en rapport avec le centre et pour nous raconter leur histoire. C'est très convivial et sans prétention. Et puis ça permet aussi d'avoir un autre regard sur notre centre et puis surtout d'écouter aussi les témoignages de gens qui connaissent le centre depuis quand même de nombreuses années. Et c'est un peu le cas de mon invité de ce soir, Marjolaine Robert. Merci Marjolaine d'avoir accepté cette dure épreuve de passer à la télévision internationale de Shambhala, Montréal. Marjolaine est une élève de Shogam Tongpa, donc nous n'en avons pas beaucoup au centre de Montréal maintenant. Il nous reste Marjolaine et Gisèle. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui ont tout ce parcours et qui ont aussi une vision de ce qu'il y avait avant, de ce qu'il y a maintenant, et qui peut-être aussi des idées à nous proposer. Sans prétention, donc toujours. Bienvenue, et puis sous forme de discussion personnelle, comme ça on va parler ensemble. Et je vais te laisser te présenter d'abord pour nous dire quel est qui tu es, et puis comment tu es arrivé là, et puis faire ce que tu veux. Présente-toi comme tu veux. Sois à l'aise, sois à l'aise. Ok, merci Jean-Luc. Merci d'organiser ces rencontres. En fait, j'ai commencé à pratiquer à la fin des années 70 et j'ai rencontré Trungpa Rinpoche la première fois à Boston. Je vivais à Boston à l'époque. J'étais dans une troupe de mime corporel dramatique, la troupe Mirage. Et mon conjoint, un Américain, il connaissait déjà Trungpa Rinpoche. Et on a vu qu'il y avait une causerie qui était donnée par Trungpa Rinpoche. Et puis, on a commencé par faire le niveau Shambhala. Le niveau Shambhala en 1981, c'était pas mal au début. Et mon instructeur pour le premier niveau, c'était Arawana Hayashi, et qui m'a vraiment aidé à avoir une connexion qui, à la base, invitait l'authenticité. Et ça me plaisait. Ça me plaisait l'authenticité parce que je trouvais que dans le monde que je vivais, il y avait beaucoup de mouvements, de va-et-vient, d'activités. Même dans les années 70 et 80, c'était déjà dans le boom. Et ça me faisait beaucoup de bien d'entrer en contact avec une personne comme Ahawana. Elle est toujours restée une grande amie et elle vient enseigner à Montréal à l'occasion. Et ensuite, j'ai voulu quitter Boston, mais j'avais une connexion vraiment profonde avec Trungpa Rinpoche que j'avais vu à une causerie à l'église de Newbury, sur Newbury Street à Boston. Et j'étais très, très, très touchée par la présence de Trungpa Rinpoche. Il était très direct, très authentique et il était fascinant. Il avait une présence fascinante, autant dans la parole que dans le silence.
Mais je voulais quand même quitter Boston, quitter les États-Unis et revenir au pays. Hein, le Québec, c'était vraiment mon terrain, ma famille, les arts aussi. Au niveau des arts, Montréal me fascinait beaucoup. Mais je voulais trouver un centre et faire confiance à ce centre Shambhala, qui à l'époque s'appelait Dharmadhatu. Et je suis allée au Dharmadhatu avant de revenir définitivement au Québec. Je suis allée visiter le Dharmadhatu à l'époque, qui était sur l'avenue du Parc. Et la première personne que j'ai rencontrée, c'était Gisèle Laberge. Alors, je vais faire une publicité gratuite pour Gisèle parce que Gisèle, sa présence, son accueil, ça m'a vraiment touchée et ça m'a inspirée de revenir à Montréal parce que j'avais besoin d'être en contact avec un centre de méditation où il y avait cette énergie de bonté. Et c'est comme ça que j'ai pris définitivement la décision de revenir à Montréal. Et à Montréal, à l'époque, on n'avait pas tous les niveaux Shambhala qui sont donnés. Il fallait voyager. Donc, j'ai dû voyager, retourner à Boston, à New York, à Toronto, différents endroits pour faire les niveaux, car tous les niveaux ne se donnaient pas à Montréal. Aujourd'hui, on est assez gâtés parce que la plupart des niveaux peuvent être donnés ici. C'était une époque assez vibrante, assez intense, parce qu'il y avait d'un côté les enseignements bouddhiques de la lignée Kagyu et Nyingma qui venaient avec Trungpa Rinpoche et sa vision de Shambhala qui nous présentait. La vision de Shambhala était vraiment appropriée pour les gens, les Nord-Américains, les Occidentaux. Parce que c'était la base de Shambhala, c'est vraiment dans un esprit de simplicité, de connexion avec notre vie quotidienne, notre vie ordinaire. Comment est-ce qu'on peut nourrir un esprit ouvert, c'est-à-dire un esprit ouvert, Trungpa Rinpoche appelle ça l'esprit compatissant. L'esprit compatissant, c'est pas nécessairement d'être touché aux larmes par quelque chose, mais c'est d'avoir une ouverture à toute situation, que les situations soient agréables ou désagréables. Et dans la vision Shambhala, je sentais qu'on pouvait se sentir à l'aise, que ce n'était pas la présentation d'une secte ou d'une religion particulièrement. Même s'il y a certains rituels, les rituels ont été créés par Trungpa Rinpoche et par son successeur, le Sakyong Mipam, pour nous offrir un terrain où on se sent prêt à être attentif, à être compatissant d'une façon ordinaire, pas d'une façon spéciale, pas d'une façon maniérée, mais vraiment très ordinaire. De découvrir en soi qui on est vraiment, que ça nous plaise ou que ça nous déplaise, on peut se découvrir par la pratique de la méditation. Et c'est ça qui m'a attirée. Parce que comme tout le monde, il y a des temps dans nos vies où on est face à face avec des conflits, des épreuves, on perd quelqu'un, jeune ou vieux, qui disparaît soudainement, ou on est dans un état de conflit dans nos vies avec quelqu'un ou avec certaines idées politiques qui nous entourent.
Et on a besoin de se reposer, on a besoin de s'asseoir, on a besoin de regarder ce qui est là et de ne pas toujours imposer nos points de vue. Ou quand on impose nos points de vue, on peut aussi s'apercevoir que c'est ce qu'on fait. Et on peut apprendre à lâcher prise, à abandonner ses habitudes, les abandonner, mais savoir que nos habitudes reviennent. C'est comme, c'est pas pour rien que ça s'appelle des habitudes. Alors pour moi, c'était important de découvrir ça, puis ensuite de le transmettre aussi. Donc ça, c'était dans les années 85 par là. Parce qu'au niveau de transmission, à quel moment tu as eu envie justement de devenir enseignant, comment ça se situe dans ton parcours? Ouais. Je voulais pas devenir enseignante. Oui, ça t'est arrivé quand même. Je voulais pas devenir enseignante, mais par contre, à l'époque, parmi les vieux étudiants, il y en avait quelques-uns qui me disaient, il faut que tu deviennes instructrice de méditation, il faut que tu deviennes enseignante, ça fait partie de toi, ça fait partie de ta confiance dans les enseignements, dans ta confiance en Trungpa Rinpoché. Alors finalement, j'ai suivi les cours et les entraînements après avoir fait les séminaires. À l'époque, on faisait un séminaire où on étudiait les différentes étapes dans le bouddhisme, les différents yanas, Hinayana, Mahayana et Vajrayana. C'était des séminaires qui duraient 3 mois, 1 mois pour chaque yana, chaque véhicule. Et je suis allée en 85 au premier séminaire Vajrayana qui était donné au Rocky Mountain Dharma Center. À l'époque, Trungpa Rinpoché voulait que ce séminaire se passe en pleine nature et qu'on vive sous la tente, comme certaines traditions chez les Tibétains. Tout le monde se rassemble et il y a un chapiteau au centre et tous les participants sont dans des tentes. Alors, c'était le premier à Rocky Mountain Dharma Center. Et les gens qui entouraient, l'entourage de Trungpa Rinpoché lui disaient non, 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 c'est pas possible, ça marchera jamais, parce qu'avant, les séminaires se passaient dans des hôtels et les gens avaient des chambres avec des douches et tout ça, le grand confort. Et puis nous, on était dans des tentes, en pleine montagne, avec la grêle le matin et le beau soleil l'après-midi. Et on a été très chanceux parce que on a eu la visite, non seulement Trungpa Rinpoché nous enseignait tous les trois yanas, mais on a eu la visite de Jam Gom Control Rinpoché, pour ceux qui connaissent un peu les maîtres. On a eu le régent Vajra, naturellement, qui était le régent de Trungpa Rinpoché. On a eu Tai Situ Rinpoché qui est venu. On a eu Trangu Rinpoché. On a eu des grands maîtres. Il y a eu le maître du Kyudo, Shibata Sensei, qui est venu enseigner l'art du Kyudo, le tir à l'arc. Et alors, on avait des cours avec lui. On était vraiment choyés par différents maîtres qui sont venus enseigner, en plus d'avoir Trungpa Rinpoché avec nous pendant 3 mois. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai pris les entraînements pour devenir instructeur.
Et j'ai ensuite pris les entraînements pour enseigner le bouddhisme. Et plus tard, j'ai pris les entraînements pour devenir enseignante de Shambhala. Alors, c'est à peu près mon cheminement. Et puis maintenant, je suis à la semi-retraite. Je suis assez vieille pour me reposer un peu. Et Il y avait, oui, non, je te signe. oui. Il y avait une chose importante que je voulais mentionner, c'est que on est très chanceux de pouvoir lire et étudier en français parce qu'on a eu des traducteurs qui ont traduit plusieurs causeries, plusieurs séminaires et plusieurs livres de Trungpa Rinpoche, de Pema Chodron, de Sakyong Mipam. Et ces traducteurs étaient de Montréal. Ce sont les premiers pionniers qui ont traduit de l'américain au français. Alors à ce moment-là, pendant des années, il y a eu Richard Gravel, il y a eu Stéphane Bédard, il y a eu Esther Rochon, notre grande écrivaine de fiction. Il y a eu aussi Suzanne Côté et d'autres aussi. Mais je tenais à dire que la traduction vers le français, c'est commencé à Montréal, avec les gens de Montréal. Et nous en profitons. Ça semble quelque chose de très ordinaire de pouvoir lire Pema Chodron en français, mais c'est grâce à ces traducteurs-là qui ont vraiment travaillé très fort pour que les gens puissent étudier et comprendre les liturgies également dans leur langue maternelle. Un jour, on a eu la visite de Adam Lobel, qui était un acharya à l'époque, et on a parlé de l'importance de la traduction, de l'importance de protéger nos racines. Et j'avais eu l'occasion dans une assemblée de rencontrer le Sakyong Mipam Rinpoche dans une entrevue personnelle et je lui avais parlé de mon inquiétude pour la langue française, les enseignements bouddhiques et les enseignements Shambhala, que c'était important pour moi que ce soit traduit dans ma langue maternelle. Et puis, il m'avait dit que oui, il faut absolument que les gens pratiquent et étudient dans leur langue maternelle. Et par la suite, j'ai remarqué que le Sakyong Mipam Rinpoche, qui vit au Népal, mais qui enseigne beaucoup en ligne, toutes ces causeries sont traduites dans plusieurs langues. Il y a des interprètes et on peut pouvoir entendre les causeries dans notre langue maternelle. Et c'est vraiment une différence, même pour moi qui vis avec un British depuis plus de 30 ans. Quand je lis dans ma langue maternelle, il y a quelque chose de plus profond qui est touché en moi. Voilà. C'était la question que j'allais te poser sur les traducteurs. Mais au-delà de la langue, est-ce qu'il y a, à ton sens, est-ce qu'il y a une différence culturelle dans la façon dont on reçoit les mêmes enseignements dans une langue et dans l'autre? Est-ce que ça change quelque chose, que ce soit dans une langue ou dans l'autre, toi qui as la chance d'avoir pratiqué dans les deux, par rapport à des gens qui n'ont pratiqué que en anglais ou que en français?
Ben, je pense que je viens de le dire, il y a quelque chose de plus profond quand c'est dans notre langue maternelle. Il y a quelque chose, tu sais, on dit que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il entend des sons. C'est comme dans le bouddhisme, on dit des syllabes germes. Alors, il y a des sons que l'enfant dans le ventre de sa mère perçoit, et ces sons-là deviennent familiers. Alors, quand nous, on vient au monde, cette familiarité-là nous a touchés depuis longtemps, avant notre naissance. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans qui est assez euh, euh, instinctif. Oui, oui. Il y a quelque chose de spontané qui agit en nous. Mais au-delà des langues aussi, les syllabes germes dans le bouddhisme ou dans Shambhala, ce sont des sons euh, euh, qui sont, comment on dit, pas primales, mais c'est, c'est des sons qui sont tellement naturels qu'on va les percevoir et ils vont nous toucher C'est plus instantanément. au niveau de l'essence, au niveau de... C'est ça, oui, 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 au niveau de l'essence. Oui. Donc, quand on pratique certaines pratiques bouddhistes ou Shambhala, on est en contact avec cette essence de l'énergie que ça fait surgir, l'énergie avec laquelle on connecte. À la fois créateur et moteur. Oui, oui, créateur et moteur, oui. Ça nous amène à la pratique. Comment c'est relié à la pratique qu'on peut avoir de ces enseignements, puisque les enseignements c'est une chose, mais la pratique c'en est une autre. Je parle de la pratique au niveau des pratiques et non pas en pratique, quoique ça se rejoigne. Euh, Trungpa Rinpoche disait que l'esprit, c'est comme de la pâte à modeler. Hein? Donc, on modèle notre esprit avec la pratique. C'est-à-dire que la pratique de méditation devient un terrain qui est de plus en plus accueillant. Donc, on peut faire la différence entre ce qui est... il y a une clarté d'esprit qui vient avec la pratique, même si parfois on peut se sentir assez névrosé, pour ne pas dire complètement gaga. Ça prend de la patience puis de la discipline, donc ça nous travaille. Mais c'est un terrain favorable, la méditation, pour avoir plus de clarté d'esprit, d'apprendre à se connaître mieux, à s'aimer mieux, parce que c'est difficile de s'aimer. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire, parce qu'on est très critique, très exigeant, très exigeant envers nous-mêmes, et on pense qu'il y a une perfection à atteindre, mais il n'y a pas de perfection à atteindre. On peut dire qu'on est parfait comme on est, mais sans dualité, c'est-à-dire sans juger ce qui est bon et ce qui est mauvais en nous. C'est très difficile à accepter, mais c'est possible de reconnaître on appelle la bonté fondamentale. Pour reconnaître la bonté fondamentale, on a besoin de clarté d'esprit. Et pour avoir une clarté d'esprit, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir, puis rien faire, puis s'ennuyer. Justement, aujourd'hui, on avait une journée de pratique et dans l'après-midi, j'ai fait une lecture du livre de Trungpa Rinpoche. Le livre s'intitule Le mythe de la liberté et c'était le chapitre sur l'ennui, sur la découverte de l'ennui et sur
apprivoiser l'ennui et rester avec, jusqu'au moment où ça devienne quelque chose de léger et d'ordinaire, sans chercher à accomplir quelque chose. On n'a pas de but, on est juste assis et on est bien comme on est assis, à ne rien faire, mais on fait beaucoup à ne rien faire parce qu'on développe une clarté d'esprit. Ouais. Au début, quand j'ai commencé Shambhala, ça s'appelait la magie ordinaire. Dans la publicité, c'était magie ordinaire. Mais je pense que c'est encore une magie ordinaire. Et, et c'est à cultiver. C'est à cultiver. On ne peut pas juste lire des livres sur le bouddhisme, sur le dharma. On ne peut pas juste prendre des concepts puis se nourrir de ça. Parce que c'est comme des divertissements de prendre autant de nourriture. C'est comme si on a tout le temps faim de quelque chose, comme s'il y a quelque chose d'autre qui va nous apporter le bien-être. Tandis que si on reste, on reste, on reste, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de faire autant de simagrées, puis de choses pour comprendre notre esprit. Dans des réflexions qui ont lieu actuellement sur l'évolution de notre monde par rapport à celui de l'époque de Shogun Trungpa, est-ce que les enseignements, et surtout les pratiques, parce que les enseignements sont un peu immuables, mais les pratiques, est-ce qu'elles doivent s'adapter ou est-ce que, au contraire, le, notre, notre fenêtre, notre ouverture, ce serait de retourner aux choses les plus simples et à la base, ou est-ce que c'est de retrouver une façon d'adapter à notre monde moderne où il y a, ben, là on est en Zoom, etc. Ça n'existait pas à l'époque, donc ça crée des opportunités de toucher plus de gens, mais en même temps avec une dégradation du contact, puisque on perd la sangha, puisqu'on se, on est tous sur un écran et on n'est plus en contact à la fois, j'ose pas dire charnel, parce que, mais avec le contact humain, quoi. Donc, c'est pas facile de faire le tri entre les deux. Tu vois ça comment, toi? Juste, c'est un avis personnel, je ne te demande pas de faire une lecture de l'avenir dans les cendres. Je pense que de faire des pratiques de méditation en ligne avec Zoom, c'est bien pour les personnes qui sont éloignées, qui vivent loin du centre ou des centres, ou bien qui ont des obstacles comme la santé ou comme d'être plus âgé. C'est plus difficile parfois de faire l'effort de sortir. Par contre, quand on le peut, c'est bien de se rencontrer en personne parce qu'il y a une énergie qui est incomparable. Parce que c'est des gens en chair et en os qui sont là. Et les perceptions sont complètes en personne. C'est-à-dire qu'on a les 5 sens qui sont présents quand on est en personne. Quand on est en contact avec un écran, c'est
ça peut être très sympathique, très bon d'entendre des enseignements ou de pratiquer, de sentir la présence des autres. Mais la présence des autres est pas complète. C'est pas complet. Et d'avoir un si beau centre comme le centre qu'on a maintenant, ça a pris des années avant d'être propriétaire de notre centre. Ça serait bien s'il y avait du monde, que ce ne soit pas seulement des écrans, parce que on habite un endroit. C'est comme si vous visitez une cathédrale ou un musée où il y a toutes les œuvres de Riopelle ou de Chagall ou des grands artistes. Il y a une énergie qui est invitante. C'est la même chose pour un centre où il y a de la méditation. Parce que la méditation, il y a de l'abandon. On s'abandonne et on se laisse être. Et ça fait du bien à l'environnement. Ça fait du bien aux personnes et ça fait du bien à l'environnement même. C'est mon opinion. C'est comme, moi je suis une artiste visuelle, je fais du dessin puis de la peinture, puis un peu d'écriture. Et puis pour moi, il y a une grosse différence entre travailler avec des pinceaux, des crayons, du papier, de la toile, les odeurs, les couleurs, les images qui surgissent. C'est beaucoup plus prenant que si je travaillais sur un écran. Mais il y a des qualités, c'est certain, avec la facilité des écrans pour communiquer. À propos de l'art, parce que on est bien placé pour, enfin tu es bien placé pour en parler. On a eu donc John McQuaid le week-end dernier, enfin, qui était venu pour Garuda Dragon, mais qu'on a gardé aussi le lendemain pour parler des arts contemplatifs, en particulier de la photo, mais des arts contemplatifs. Et donc j'avais posé cette question de est-ce que les arts contemplatifs peuvent être une voix ou une amorce de voix, une partie de voix en eux-mêmes, ou est-ce qu'il leur manque quelque chose pour être une voie d'éveil en soi? Grande question. Mais on a eu une conversation très intéressante là-dessus, donc je voulais savoir comment tu voyais ça, toi, comment tu le ressens, ça, toi qui pratiques à la fois une voie identifiée, qui est la voie Shambhala et la voie bouddhiste, et à la fois l'art comme activité personnelle, j'ose pas dire à plein temps, mais presque. Ouais. Je pense que la méditation comme telle, avec la vision de, de la bonté, de l'expérience de la bonté fondamentale ou la bonté primordiale, c'est inséparable de, de la pratique de l'art. Je suis certaine que la méditation a enrichi et approfondi mon expérience d'artiste. Oui, oui, définitivement. Parce que avec la méditation, on apprend justement à être ouvert à ce qui est là. Puis parfois, quand on fait une découverte ou un travail d'artiste, on peut être dur avec soi-même, comme on peut être dur avec nous-mêmes dans la vie. Et puis, on peut se démolir ou se gonfler la tête. Et la méditation va nous aider à regarder ça d'un œil un peu plus sage, un peu plus
Équanime. doux, un peu plus doux, oui. Oui, oui, pour moi, c'est vraiment inséparable. Le Sakyong Mipam en a parlé aussi en disant que c'est l'art, c'est en soi-même, c'est complet. Mais c'est complet dans la mesure où il y a l'équilibre, l'harmonie entre le ciel, la terre et l'humain. Puis pour avoir l'équilibre entre le ciel, la terre et l'humain, ça prend la pratique de la méditation, je crois, oui. C'est certain qu'il y a des gens qui sont des très, très grands artistes sans avoir à méditer, mais je ne sais pas ce qu'a été leur vie. Ça ne veut pas dire que le fait de méditer, que la vie est plus facile. Ça, il ne faudrait pas penser ça. La vie n'est pas plus facile. Dernièrement, je parlais avec Benoît Côté, qui est un enseignant de longue date à Montréal et qui s'est retiré. Il habite en dehors de Montréal maintenant. Et on parlait de la souffrance. Et puis, je disais, mais quand est-ce que ça va finir? Et puis, il me disait, Yeshe Tyogyal a souffert jusqu'à la fin. Et Yeshe Tyogyal, c'était la première, on dit que c'était la première personne, qui était donc une femme, en l'occurrence, qui a atteint l'éveil au Tibet. C'est un, comment on dit ça, un saying, c'est ce qu'on dit de Yeshe Tyogyal. D'ailleurs, c'est une représentation de Yeshe Tyogyal, peut-être que vous ne la voyez pas à l'écran, mais on l'a ici à côté de l'hôtel Shambhala. On ne voit pas ça à la caméra. C'est ça. Fait que ça ne règle pas voilà. La méditation, ça ne règle pas l'expérience de la souffrance nécessairement, parce que ça fait partie de la vie. C'est la vie. Mais ça ouvre l'esprit et ça ouvre le cœur. Hein? On dit que le bouddhisme, c'est dans le cœur. Hein? L'esprit est dans le cœur. Le dharma est dans le cœur. Donc ça, c'est important d'ouvrir cette partie-là de nous. Et au niveau des pratiques, on en parlait un peu avant, là, on assiste quand même à une diminution générale, je ne parle pas seulement de Shambhala, des gens qui pratiquent, si j'ose dire, les fesses sur un coussin, par rapport à des personnes qui sont plus attirées par lire les enseignements et puis avoir finalement une pratique beaucoup plus intellectuelle. Donc qui finissent peut-être par confondre un cheminement réel par rapport à un cheminement intellectuel, enfin prenant un cheminement intellectuel pour un cheminement réel. Quel est le danger, à ton avis, dans ce changement d'équilibre entre les enseignements et la pratique elle-même? Ben, quand on met autant d'énergie sur les connaissances pour l'intellect, c'est bien de mettre de l'énergie, c'est bon d'étudier, c'est important, mais s'il n'y a pas de pratique, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré parce qu'on peut devenir très, très conceptuel, et c'est ce que Trungpa Rinpoche appelle le matérialisme spirituel, c'est-à-dire qu'on prend les enseignements à gauche, à droite, puis
finalement, on ne s'assoit pas pour y réfléchir, on ne s'assoit pas pour décanter, on ne s'assoit pas pour avoir une vision plus panoramique. On est dans des couloirs tout le temps à chercher, à chercher. C'est important de... La méditation, c'est inséparable de l'étude. L'étude, c'est pas une pratique. La méditation, c'est une pratique. L'étude, c'est aussi une discipline, mais c'est pas la pratique elle-même, parce que c'est de la connaissance. On peut faire la même chose avec nos téléphones, puis regarder. Moi, souvent, je dis à mon conjoint, je dis, ben regarde dans la Bible, c'est écrit. Puis la Bible, aujourd'hui, c'est l'Internet, on a tout là, tout est là. On peut chercher sans arrêt, on peut chercher des choses. Ça va nous divertir. Des enseignements aussi, ça peut nous divertir. On va étudier la vacuité, la bodhicitta, la ci, ça. On va tout étudier. Mais qu'est-ce qu'on a au niveau de notre expérience personnelle? Est-ce qu'on a l'expérience de la vacuité? Est-ce qu'on a l'expérience de la bodhicitta? Est-ce qu'on a pris le temps d'être en contact avec des êtres qui sont éveillés? Ça demande un effort. Trungpa Rinpoché a écrit un magnifique poème. Malheureusement, je ne crois pas que c'est traduit, mais ça dit grosso modo, c'est un poème qui montre à quel point les gens feraient n'importe quoi pour ne pas aller s'asseoir sur leur coussin. Ils vont tous essayer. Please, sir, don't make me sit on my cushion. Tell me something. Mais fais-moi pas m'asseoir sur mon coussin. C'est une belle réponse à la question. Mais oui, mais quand on regarde les enseignements, etc., ça ramène aux trois joyaux, en fait, qui sont le fondement. Mais les trois joyaux, c'est le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Alors, quel est le rôle de la Sangha par rapport à justement l'enseignement et la pratique, par rapport également aux énergies de la lignée, qui sont une transmission millénaire, si j'ose dire, puisque ça date d'avant le Bouddha, parce que le Bouddha lui-même avait reçu des transmissions qui n'étaient pas forcément, par définition, qui n'étaient pas bouddhistes ou bouddhiques, mais il n'y avait pas ça le bouddhisme non plus. C'est ça. Non. Donc, quel peut être le rôle de la Sangha dans tout ce dont on vient de parler? Le rôle de la Sangha est très important, très important. C'est-à-dire que c'est la possibilité d'échanger avec les autres. Parfois c'est virtuel, c'est sur un écran, mais c'est fondamental parce qu'on reconnaît dans l'autre pratiquant ou dans les enseignants, dans la Sangha, c'est tous les pratiquants. On reconnaît quelque chose de très fondamental qu'on a en commun avec eux. Parce qu'on fait l'expérience de la bonté fondamentale avec le regard des autres aussi. Puis on a les feedbacks aussi avec les autres.
Puis on a aussi une pratique de courage, parce que des fois, on veut pas vraiment dire ce qu'on pense. Puis il faut trouver la façon de le dire. Puis l'autre personne peut, par la sensibilité qu'on développe avec la pratique de la méditation, l'autre personne peut percevoir euh, ce, cette souffrance et montrer de la compassion. Alors la sangha, c'est très, très important. Mais c'est pas quelque chose sur laquelle il faut s'appuyer, comme Trungpa le disait. C'est qu'il faut s'épauler. Il faut s'épauler, mais pas s'appuyer sur les autres. Il faut reconnaître notre propre solitude. C'est pas un club, c'est pas un club culturel où on va juste se divertir. Ouais. C'est un défi aussi. C'est un défi parce qu'on ne veut pas toujours faire face à ce qu'on est. Mais en même temps, c'est une nourriture. C'est vraiment une nourriture. Ça nous réveille. Ça nous réveille. Puis se faire réveiller, parfois c'est magnifique. Il y a un gros soleil le matin. Puis d'autres fois c'est gris. C'est gris longtemps. Fait que c'est... Oui. Une dernière question. On va parler du centre. Alors, je parle du local maintenant. Donc, tu as connu les premiers centres d'Armadatu, tu as connu toute l'évolution. Donc, comment tu vois l'évolution de comment comment je dirais, la boîte, la boîte en tant qu'immeuble, comment ça influe en fonction des différents centres que tu as connus, comment ça peut marquer l'évolution d'une sangha, la façon dont le centre est organisé, la façon dont il évolue, la façon dont il est adapté à son environnement à la fois géographique et culturel et humain. Tu me demandes si j'aime le centre ou pas, quoi. Pas du tout. J'essaie de voir comment les locaux peuvent influer une voie de cheminement Oui, personnel, oui, oui. d'éveil, etc. Et bien sûr, en tant que directeur, c'est un peu intéressé parce que ça me permet aussi de savoir comment ça fonctionne et comment on peut améliorer les choses. Mais c'est pas ça que je te demande, c'est juste comment tu as ressenti toute cette évolution, puis peut-être ça donnera des idées à moi ou à certains autres. Ouais. Ben, c'est pas mal magnifique, là. Ouais, ouais. Comparé à ce que c'était quand j'ai commencé à Montréal. Oui. C'est une... Ça fait des années qu'on parlait d'avoir un centre, être propriétaire, parce qu'on a loué pendant des années. Ça a coûté des milliers et des milliers de dollars, les locations. Puis on finissait toujours par s'en aller pour différentes raisons. Et puis maintenant, on est propriétaire d'un centre. On a travaillé, je me rappelle, c'était une coquille vide. Et c'est devenu très beau, très accueillant. Et c'est un beau quartier, c'est-à-dire que c'est un quartier euh, sympathique. Et c'est bien situé. C'est assez facile de stationner. Même si on est dans le plateau Mont-Royal, c'est assez facile de stationner.
Euh, puis les dimanches, quelques dimanches, il y a ce qu'on appelle la journée de méditation. C'est très facile de stationner. Vous pouvez venir pour 10 heures le matin. C'est très facile de stationner. Moi, je viens de l'extérieur. Je viens de Sainte-Martine, près de la frontière américaine. Puis ça va très bien venir ici. Et si vous venez d'ailleurs, ça va bien, oui. C'est grand, c'est un grand local, c'est accueillant, il y a beaucoup de lumière, ce qui est très bon quand on médite. Il faut méditer dans la lumière du jour et on est gâté pour ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah ben c'est ta réponse. C'est, J'aime ça ici, oui, j'aime ça. Puis j'aime aussi, je connais un peu les organisateurs et puis je trouve que c'est des bons organisateurs au niveau de l'administration, au niveau des coordinations, tout ça. Puis notre directeur qui est très, très accueillant, très ouvert. J'apprécie, Jean-Luc, ta présence parmi nous. Je me sens pas critique envers toi. Merci. Il faut aussi rendre hommage à ceux qui ont créé ce centre, parce que moi, je n'en ai été qu'héritier. Et ça a commencé avec Carole, et puis ensuite l'équipe suivante, Suzy Massimo, puis tous les gens qui se sont dévoués et qui sont venus retrousser leurs manches. Oui, Carole Harwood a fait un beau travail. Geneviève Martineau qui aussi, puis a continué. Alors, qui, elle, a été la cheville ouvrière de toute la partie la plus difficile, celle qui pour moi est inconcevable, qui est toute la partie financière et d'organisation administrative, ce qui est vraiment pas simple. Non, puis il y a tous les gens qui ont travaillé là, parce que quand même comme tu dis, c'était une coquille vide, et puis c'est la Sangha qui vraiment, il y a très peu de choses qui ont été faites par des professionnels. Donc c'est un monument à la gloire de la Sangha. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion? Un mot de conclusion? Un mot ou 12. Moi, je vous invite à venir au centre. Il y a des cours intéressants, il y a des bons enseignants. Il y a une nouvelle relève aussi parce que les vieux enseignants sont encore plus vieux. Alors, il y a une bonne relève et il y a des nouveaux instructeurs, il y a des gens très dévoués qui viendront enseigner. C'est un endroit qui est bon à cultiver et votre présence va cultiver l'endroit. C'est comme un jardin, hein? Un jardin, si on ne va pas rendre visite au jardin, il s'attriste. Puis il y a des mauvaises herbes qui poussent. Et puis c'est ça. Je pense que c'est un beau jardin à cultiver. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Et puis merci à vous en ligne et à toutes les personnes qui vont regarder ça par la suite en streaming sur YouTube. Merci et bonne soirée. Donc on se retrouve dans un mois pour une autre aventure dont je n'ai pas idée pour l'instant. Merci. Bonne soirée, merci. Bonsoir tout le monde. Merci.